Ivoiriens. Voyez, J'entends moi, un chercher ce ministre mot. moi, non. Mais en fait, je suis tellement énervé. Parce qu'un ministre, Non, faut te ouais, calmer. non, en fait, M. Kokura, c'est choquant. Ok, c'est choquant. On ne peut pas venir saluer un gouvernement qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire en danger. Où Oui, j'ai même vu même M. Koulibaly, déclaration. M. Koulibaly, Monsieur, laissez-moi finir ça. Où je viens oui. même d'entendre de parler des médecins une grève annoncée parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Mais c'est grave. C'est très grave. Et on nous parle de quoi que le gouvernement a fait beau boulot. De quel beau boulot on nous parle ici? Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Arrêtons, là, c'est nos parents qui sont en danger. Monsieur Kokora a bien acheté les États-Unis ici. Les Américains, mais peut-être, sont prêts même à lui donner un peu d'argent pour payer son loyer. En Côte d'Ivoire, qui va donner l'argent à qui payer son loyer? C'est ça. Parlons des choses sérieuses. Monsieur Koulibaly, ok, alors on va être des gentlemen. Il ne faut pas rentrer. On a gentlemen, ne vous inquiétez pas. Ok, donc allons-y doucement. D'abord, avant de revenir à M. Kokura, je voudrais vous donner 1 minute chacun pour nous donner des cas précis de ce que vous reprochez au gouvernement, avec des exemples précis. Et ensuite, la prochaine question, le prochain chapitre sera de parler de l'effectivité des décisions du gouvernement. Vous avez tous deux reproché des choses au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme décision, par exemple, qui vous gêne ou qui ne vous satisfait pas? Merci beaucoup, M. Katina. Déjà, la première décision pour moi, c'est le coup-feu. Ça, je le dis sans faux fuyant. Quand nous sommes en situation de crise, okay, de guerre, nous pouvons parler de coup-feu. Mais nous sommes dans une situation sanitaire, okay, où on est en train de parler d'une pandémie de coronavirus. L'objectif du gouvernement n'est pas d'aller de taper nos frères, de les blesser ou bien de faire quoi. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'éduquer. Je viens. L'objectif, c'est d'éduquer le peuple, ok, à ce qu'ils comprennent le vrai sens du coronavirus et quel comportement adopter face au virus. C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas le fait de faire sortir les forces armées non protégées, aller tabasser les gens dont ils ne connaissent même pas le statut, ok, qui va résoudre le problème du coronavirus. Aujourd'hui, l'armée est infectée. C'est ça qui est la vérité, monsieur Katina. Alors, donc moi je pense pour ma part que quand on est en train de faire un débat sérieux, ok, il faut au moins évoquer les choses qui sont importantes, ok, pour que le gouvernement s'active à régler le problème des Ivoiriens et non à vouloir rentrer dans des trucs qui n'ont aucun sens pour ma part. Vous l'avez fait, on a le débat, on a encore 45 minutes. Oui, moi je suis dans mon état. Je finis rapidement en 5 secondes. Moi je suis dans mon état ici, il n'y a pas de coup-feu. Mais c'est l'éducation. L'éducation, on nous a inculqué ça. Non, voilà comment vous devez vous comporter. Voici comment vous devez vous comporter. Voici. Mais c'est ça. Éduquons d'abord le peuple sur comment le virus se propage. Et vous allez voir comment les gens vont commencer à respecter les consignes. Mais si ce n'est pas le cas. Allons-y. Monsieur Niali, monsieur Koulibaly a donné quelques exemples. Bon, on va revenir au sujet de l'indiscipline parce que est-ce qu'il faut prendre forcément les mêmes mesures qui pourraient marcher dans les pays occidentaux au niveau de nos pays africains? Est-ce que la discipline est la même? Ça, c'est une question sur laquelle on devra revenir. Mais vous, à votre niveau, vous avez reproché des choses au niveau de la gestion de cette crise. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins 1 ou 2 exemples précis? Non, les exemples sont abondants. Hein. Écoutez, d'abord, la fermeture tardive de l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Sachant bien qu'on a constaté que lorsque la pandémie a commencé à prendre l'Europe, bon, il y a eu ce mouvement-là, des gens dans des zones très infectées comme l'Italie ou autre, qui étaient en visite, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et là, à ce niveau-là, ce n'est pas très bien de la part du gouvernement d'attendre de fermer ses frontières. Ça, c'est 1. 2, on a vu ce qui s'est passé à l'INGS. Voilà, cette cacophonie qui s'est passée au niveau de l'INGS, où on a constaté l'irresponsabilité de ce gouvernement-là à gérer en fait leurs mêmes propres décisions qu'ils ont prises. Ils ont prises au niveau de l'État pour renforcer cela. Et puis, la troisième partie, c'est la réaction du gouvernement à travers les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à comprendre, et peut-être Kokora va nous expliquer cela, pourquoi le gouvernement réagit lorsque les réseaux sociaux se mettent en branle. Et c'est ce constat qu'on a vu. Parce que les réactions, les décisions qui ont été prises par le gouvernement là, sont venues du fait que les réseaux sociaux sont rentrés en branle
où les Ivoiriens ont constaté que les Chinois, ils étaient à la riposte, sont rentrés en Côte d'Ivoire sans qu'ils aient des discussions. Et tout cela, voici les faits qui nous amènent à dire que ce gouvernement a pris des décisions tardives à ce niveau-là pour protéger les Ivoiriens. Voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport aux cas que je viens. Mais je vais revenir sur le couvre-feu qu'a dû évoquer mon frère du RHDP, autant pour moi, KGB. So, je vais revenir là-dessus et puis bon, donner mon commentaire là-dessus parce que c'est inambérant de faire un couvre-feu qui vraiment, à mon avis, qui n'a pas de sens et qui ne paye pas véritablement dans ce sens-là. Voilà. Ok, je pense que c'est bien compris. Maintenant, on va donner l'occasion à M. Kokura de répondre à tous ces reproches. Ok, merci. Vous m'entendez? Bien. Ok, merci de me passer encore la parole. Je comprends un peu mes frères donc, de l'opposition, mais avant de commencer, je dois dire qu'on peut être opposant et être crédible. Il n'y a pas d'antagonisme entre la crédibilité et sa posture donc d'opposant. Et il faut aussi éviter de tomber, d'avoir l'art d'être excessif. Ce n'est pas bon. D'abord, nos amis doivent comprendre que la gestion d'une crise obéit à une chaîne. Vous devez savoir que toutes les crises sanitaires donc, qui se déclenchent dans le monde entier sont gérées par l'OMS. Donc, il y a d'abord une procédure à suivre. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe. Hein? On t'entend, Mike. OK. Donc, il y a l'OMS qui déclenche donc, le processus à partir d'un certain nombre de cas. Vous comprenez? Même la Chine qui a été touchée. La Chine a pris des mesures draconiennes à partir du moment où le pays s'est rendu compte que la menace était réelle. Au départ, vous êtes d'accord avec moi que même le médecin chinois qui a découvert l'existence de cette maladie, mais il a pratiquement été, j'allais dire, mis en prison parce que personne ne croyait. Personne ne croyait et parce que les scientifiques n'avaient pas encore découvert le virus. Et donc, le déclenchement d'une crise, du moment où on constate donc l'effectivité et les conséquences de la maladie, et à partir de la contamination d'une manière générale de la population. Donc, il y a une proportion qu'il faut avoir avant donc, de déclencher donc, le système d'alerte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce virus se déplace avec le mouvement donc, des hommes. Et donc, avant même que la Chine ne déclenche l'alerte, mais vous ne savez pas, entre la contamination de la première personne, de la seconde, et ainsi de suite, quel a été le déplacement des hommes à travers le monde. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que même la fermeture des frontières ne peut pas résoudre le problème et empêcher un pays d'être contaminé. Ce n'est pas possible. Parce que la maladie se déplace avec le mouvement des hommes et c'est comme l'air. Quand l'air se déplace, vous n'avez pas la capacité d'arrêter l'air. À partir de ce moment, ça se propage. Vous comprenez? Et donc, entre l'alerte déclenchée par la Chine, donc il dit à l'OMS qu'attention, nous avons donc une situation de pandémie qui est en cours dans notre pays, avant que les autres pays ne se mettent en alerte, parce que ça part d'un foyer. Le foyer, c'est la Chine, et donc ça progresse. Vous comprenez? Et donc, en temps, les gens ont eu le temps de se déplacer de la Chine vers d'autres pays. Il y a des commerçants aujourd'hui, vous savez que la Chine est le premier pays économique du point de vue commercial. Tous les pays donc ont comment on appelle, des trafics commerciaux avec ce pays. Et donc, il y a eu le déplacement des hommes. Et donc, la fermeture des frontières ne peut pas être automatique. Cela respecte donc un certain nombre de critères avant de déclencher la fermeture des frontières. Donc, vous allez me dire que l'Italie, aujourd'hui, qui est débordée, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fermé les frontières? Non, ce n'est pas des mesures à prendre. Même aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas fermé totalement les frontières. Et quand vous dites que la Côte d'Ivoire a pris des mesures après que les réseaux sociaux aient réagi, mais c'est archi faux, c'est totalement faux. Le gouvernement ivoirien, dès que nous avons été mis au courant de ce que la pandémie était réelle, on a pris les premières mesures. Et les mesures doivent être graduelles, en fonction donc de l'évolution de la maladie. Donc, dans un premier temps, le gouvernement avait décidé de fermer son trafic avec les pays qui avaient donc plus de 100 cas. Et même le gouvernement a dit que des gens qui étaient dans des pays où il n'y a pas plus de 100 cas, mais qui ont fait des transits dans des pays où il y a plus de 100 cas, ne pouvaient pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il fallait permettre à nos concitoyens, donc qui étaient en difficulté dans d'autres pays, de pouvoir rentrer s'ils le souhaitaient. Je vous prends un exemple, M. Niali. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et qu'avant le déclenchement de la crise, vous êtes parti en Italie, soit pour des vacances ou bien pour une mission, et puis la pandémie vous trouve là-bas, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour vivre en Italie au-delà de 1 mois. Et le gouvernement prend des mesures, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, personne ne sort, personne ne rentre, toutes les frontières sont fermées.
Monsieur Niadi, vous qui n'avez même plus d'argent pour payer votre hôtel et qui devez rentrer, si vous êtes parti avec votre famille, mais qui va vous prendre en charge là-bas? Ce sont des décisions, j'arrive. Vous restez en famille. Comment? Vous restez en famille. Quelle famille? Vous êtes parti en vacances, vous résidez à l'hôtel en Italie. Et l'ambassade? Quelle ambassade? L'ambassade, donc s'il y a 1 million de personnes, l'ambassade doit pouvoir les prendre en charge. Je suis désolé. C'est l'argent du contribuable. Non, je suis désolé, cher ami. C'est de manière humanitaire. Il faut être responsable dans la gestion d'un pays. Pour gérer un pays, on ne sait pas du ping-pong. C'est une question de responsabilité. Et quand vous parlez de coup-feu, non, je termine. Non, M. Katina, permettez, parce qu'ils sont deux à dire les mêmes choses. Donc, donnez-moi assez de temps. Je vous donne 5 minutes. Non, je dis, non, pour terminer sur le coup-feu. Mais c'est un peu malhonnête de dire que c'est contre-productif. D'abord, il y a l'état d'urgence. L'état d'urgence s'accompagne avec un coup-feu. L'état d'urgence a été lancé. Et en même temps, quand vous allez au-delà de la Côte d'Ivoire, mais tous les pays aujourd'hui sont dans un coup-feu. Mais le coup-feu, l'objectif, c'est quoi? Il faut qu'on leur explique à nos concitoyens pour qu'ils comprennent. On a pris la mesure de fermer des bars, de fermer les maquis, qui sont des lieux de rassemblement, donc des populations. Vous prenez une telle mesure et vous ne mettez pas en place les mesures donc, de suivi du respect donc, de ces mesures. Et que vous laissez les gens se déplacer la nuit. Monsieur Katina, un maquis ou bien un bar qui se trouve à Dereraï, où il n'y a pas de policiers qu'on peut déployer dans tous les endroits, ou bien même on dit qu'il n'y a pas de policiers, et on permet aux Ivoiriens de respecter. Mais quelle est l'assurance que vous vous donnez que le bar qui est à Dereraï n'est pas ouvert et qu'il n'y a pas de gens qui sont là-bas? Voilà. Mais M. Kokora, en mettant le couvre-feu, s'il n'y a pas de la possibilité de déployer du personnel derrière, quelle est l'assurance que vous donnez aussi? Donc voilà, donc je serai d'accord avec vous si vous dites que l'État n'a pas eu suffisamment d'effectifs au niveau donc, des forces de l'ordre pour les déployer partout. Là, je peux être d'accord. Mais si vous dites que le couvre-feu n'a pas son sens, non, calmez-vous, M. Niali, s'il vous plaît. Allez-y rapidement, en 30 secondes. Voilà, donc je termine, soyez un peu discipliné. Si vous parlez, on va laisser terminer. Donc, M. Katina, le coup-feu, sa raison, c'est de permettre à l'État de Côte d'Ivoire de savoir le suivi et le respect strict des mesures qui ont été prises. Et donc, si nos amis nous disent qu'il faut que l'État déploie assez donc de forces de l'ordre dans tous les recoins, là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas me convaincre pour dire que le coup-feu est contre-produit et qu'il faut compter sur la bonne foi donc, des Ivoiriens. Mais même malgré l'existence du coup-feu, pourquoi les gens continuent de sortir, on les frappe. Voilà. Merci. Merci. M. Katina, je peux réagir? Non, je vais passer quand même à une autre question. Vous pouvez réagir, mais je vais passer quand même à une autre question, sinon on risque de ne pas finir. Alors, je vais comprendre précisément de la polémique autour de l'INJS et des frères qui sont revenus. M. Kokora a dit qu'il était important qu'on puisse permettre à nos frères ivoiriens de revenir. Les frères sont revenus. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette question de quarantaine et de l'INJS. Alors, j'aimerais qu'on puisse échanger, que vous puissiez nous dire ce que vous avez reproché sur les réseaux sociaux au gouvernement à ce niveau-là. Et puis, évidemment, M. Kokora pourra peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Monsieur Kagebe. Merci beaucoup, M. Katina. Merci de faire une introduction dans ce sujet qui est important pour la Côte d'Ivoire. Le problème de l'INJS, est un problème que nous tous, on a décrié. Et je m'explique. Je vais profiter pour répondre en même temps à M. Kokora, pour dire à M. Kokora que quand M. Trump a demandé la fermeture des frontières, il a dit aux Américains qui étaient à l'extérieur de rentrer dans leur pays. Ils sont rentrés en masse dans le pays, mais ils étaient contrôlés et quand ils arrivaient, quand on finit de vous contrôler, on vous met en quarantaine. Et même quand vous finissez encore, quand vous devez voyager, oui, je suis sérieux. Attends, je suis sérieux, parce que mon collègue était en quarantaine. Moi, j'ai mon frère qui est venu de Côte d'Ivoire, mais qui n'était pas en quarantaine. Ça, c'est votre frère. Moi, je parle de mon collègue. Mon collègue est parti, il a visité 13 pays. Quand il est revenu, ils l'ont mis en quarantaine. Claire, ils l'ont mis en quarantaine, il était à Memphis. Et il a ses traces sur Facebook. Si vous pensez que je m'amuse, je peux vous donner son Facebook, aller checker. Il a même fait des posts. Voilà, moi je suis pas là pour m'amuser, moi je suis pas un affabulateur. Voilà, au RHDP, il a un problème de mensonge, moi je suis pas un menteur. Et je continue à chevaucher pour dire que quand il est rentré même ici encore au Nebraska, il est encore en quarantaine, chez lui à la maison. Parce qu'on lui a demandé de se mettre en quarantaine. Il y a un de mes amis aussi qui est rentré depuis le Sénégal, qui est américain, qui vit dans un hôtel, il est en quarantaine de 14 jours dans l'hôtel, et c'est l'Amérique, c'est les États-Unis qui payent ça.
j'aimerais dire à M. Kokora que quand vous demandez à vos frères ivoiriens de rentrer chez vous, vous devez au moins positionner, ok, tout un armada, ok, un national pour les accueillir convenablement. Et à quoi nous avons assisté? Malheureusement, hier, on a entendu dans les réseaux sociaux que l'enfant du Premier ministre était même dans ce vol de l'ILGS. Ou même la donné même, M. Kokora, il peut même vous envoyer ça. Hein. Il y a son billet d'avion et son nom même. On a ça. Ce n'est pas un débat. Nous, on a assisté notre tabouret pour vous dire la vérité. C'est pourquoi ces personnes-là sont rentrées, ok, et ont commencé à bouder pour dire, mais écoutez, la femme d'Assal est rentrée avec les enfants. Jacques Anouma est rentré. Comme un Mas Gardel est rentré. Et on les laisse rentrer, on les met dans une voiture, on les envoie chez eux, pendant que nous autres, on nous envoie à INJS, ok, pour nous confiner, et on nous envoie là même. Il n'y a même pas de commodité pour nous recevoir. Et on nous dit que non, on est en quarantaine de 14 jours. Au nom de quoi? Mais c'est ça qui est la vérité. Voyez-vous, les constances. Quel est votre problème, M. Koulibaly? Mais justement, je vais te montrer. Quel est votre problème avec ça? Est-ce que ça veut faire qu'on les ait? C'est l'irresponsabilité, oui, c'est l'irresponsabilité du gouvernement. Parce que M. Kokora, lui-même, s'il était quitté dans un pays, puis il venait aux États-Unis ici, il allait forcément passer par la quarantaine avant de faire quoi que ce soit. C'est ça qui est important. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'allait pas se pouvoir parce que non, lui, il est l'enfant du Premier ministre, l'enfant de tout. Non, jamais. Il allait passer là-bas. C'est pas un débat. Et tout le monde le sait. En Europe, quand les Africains viennent, ils respectent les règles. Mais quand ils partent chez eux, ils se jouent les dangereux. C'est pas normal. Nous sommes dans une crise sanitaire dangereuse. Et aujourd'hui, l'enfant, les dix même déjà des gens sont indiqués que c'est son enfant même qui a contaminé le Premier ministre, qui est actuellement au Maroc, en soins intensifs, en train de se faire soigner là-bas. Alors, non, attendez. M. Kokora a dit quelque chose, moi je voulais lui répondre. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. M. Kokora lui-même est docteur-chercheur. Ok? Il est docteur-chercheur. Et quand il s'assoit et en train de parler comme ça, moi je suis choqué. Je suis choqué, oui. Parce qu'il y a les mesures de prévention rapides. Quand vous savez que votre pays n'a pas les mêmes commodités que les pays de l'Europe et qu'on sort, vous devez automatiquement de prendre des mesures actives et rapides pour sauver votre pays. Mais malheureusement, à quoi nous assistons? Et vous qui êtes docteur, vous allez nous dire non, mouvement de personnes. Mais mouvement de personnes, c'est l'État qui gère. Alors, donc, quel a été leur rôle alors? Quand vous me dites que non, ils ont pris les mesures, de quelles mesures vous parlez? Jusqu'à preuve du contraire, il y a des Chinois qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. 68 Chinois sont rentrés en Côte d'Ivoire. Tout le monde a décrié ça. Alors, donc de quoi on parle? D'accord, c'est bien compris, M. Koulibaly. On va permettre à M. Niali, du Front populaire ivoirien, de nous donner son opinion par rapport à cette question. Non, l'opinion, je soutiens ce que a dit mon frère de GPS. C'est une réalité, on a su qu'il y a une demande au niveau du gouvernement dans la prise des certain nombre de responsabilités. Si on revient sur le problème des INGS, ça n'a pas à discuter, pourquoi on ne va pas nous dire le contraire, que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités dans cette affaire-là, et qu'il reconnaît cela, et puis on avance. Parce qu'on est inconcevable que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsqu'on prend des décisions en amont et qu'on ne les respecte pas en aval, il y a problème. Parce que c'est le même gouvernement qui a dit, bon, tous ceux qui vont rentrer à partir de l'aéroport seront mis en quarantaine, et surtout les voyageurs qui viennent de l'extérieur, pour qu'on puisse constater si, effectivement, ils sont en terme ou pas. Ben, à une grande surprise, le gouvernement prend des décisions et ils ne vont pas au fond de cette décision, et puis ils font du clientisme dans cette décision-là, où on trie certains Ivoiriens, soi-disant ils sont plus supérieurs que les autres, on les met à l'écart, on leur dit de rentrer, et puis d'autres sont confinés à l'INGS. Et une fois que ces gens arrivent à l'INGS, on ne met pas à leur disposition, en fait, au niveau sanitaire, des médecins, des gens pour en fait, évaluer tout cela. Et on les laisse là-bas, on met dans un état, il n'y a pratiquement pas grand-chose. On dit restez là et puis on verra. Et on a vu, et comme tantôt je parlais des réseaux sociaux, et on a vu, lorsque les réseaux sociaux sont rentrés dans le bras, et que le gouvernement ivoirien a réagi tout en venant des gens à l'INGS pour contester les faits. Non, ce n'est pas normal. L'État ivoirien ne peut pas attendre encore que les réseaux sociaux se mettent en branle pour éduquer et informer le peuple. Et eux-mêmes les informer de ce qui se passe. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont pris des décisions en amont. Et c'est ça, c'est ce qui nous dit non. Et quand Kokora nous dit que ce gouvernement était plus ou moins responsable au premier jour de cette pandémie et qu'elle a pris des décisions, non, elle n'a pas pris des décisions. Elle a copié effectivement ce que les gens font sans réellement tenir compte des réalités sur le terrain.
Et voilà, les réalités qu'on n'était pas prêt sur le plan sanitaire, consommer des gens qui arrivent de l'extérieur par avion et en fait les checker avant qu'on les release. Mais effectivement, on a pris une décision à la sauvette et comme on savait qu'il y avait les infrastructures qui existaient à l'INGS, on dit bon, du compteur sans effectivement mettre à la disposition de ces gens, c'est parce qu'on est déployés. Et à part ça aussi, je vais parler tout en je voulais revenir sur le couvre-feu. Le couvre-feu, on pourrait en fait remplacer l'expression. Généralement, le couvre-feu, hein, lorsqu'on dans les pays africains, il faut qu'on dise le couvre-feu, ça dit que nous sommes en situation de guerre. Vous pourrez me dire que nous sommes en situation de guerre parce que c'est une économie qu'on n'est pas visible, mais le couvre-feu en Afrique, ça dit que vous êtes en situation de guerre où bon, on ne veut pas que les citoyens prennent des balles perdues. On dit restez chez vous, mais ici, on pourrait initier autrement pour dire pour une patrouille. On peut initier l'expression de patrouille pour dire, bon, écoutez, à partir de 20h, à partir de 19h, il y a des patrouilles hein, au niveau de la Côte d'Ivoire pour en fait inciter les gens à rentrer chez eux. Compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons. Est-ce que vous pensez que ça aurait été efficace? Effectivement, c'est l'éducation. Il faut informer. C'est-à-dire que le problème est qu'au niveau de la télévision, la majorité des Ivoiriens n'assistent même plus à la télévision ivoirienne. Et ça, c'est un problème. Comme une télévision qui appartient aux Ivoiriens où les gens font des contribuables, ils ne sont même pas informés. Parce qu'eux tous ont dit, bon, cette télévision-là, elle sort de l'HDP. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le temps. Et une manière difficile où la Côte d'Ivoire. Les informations circulent, mais personne, aucun Ivoirien au courant, parce que personne n'a plus le plaisir de regarder la télévision ivoirienne. Parce qu'on s'était dirigé par ce gouvernement-là qui ne fait que la propagande sur le HDP. Donc, au moment où les Ivoiriens devaient s'informer sur la réalité d'un pandémie qui dit, bon, personne n'est au courant. Et tout le monde s'informe sur les réseaux sociaux. Et même le gouvernement, mais je suis prêt, s'informe au niveau des réseaux sociaux pour prendre des décisions. Voilà ce qu'on nous disons. Donc, en fait, il y a d'être adapté au niveau de la réalité ivoirienne. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. Diallo. Bonne intervention. Ok, merci, M. Diallo. M. Kokwa, alors, vous avez entendu vos frères ivoiriens faire des reproches. Je voulais ajouter à cela, on a vu le ministre Ahmed Bakayoko demander les solutions des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Bon, est-ce que ça ne prouve pas que, effectivement, au niveau du gouvernement, il y avait un déficit de compétences et de capacité à résoudre ce problème-là? Je n'ai pas bien saisi votre question parce que ça a été coupé un moment. Okay. Donc, je disais qu'en sus de ce que vos co-débatteurs ont dit, on sait que le ministre Ahmed Bakayoko, sur les réseaux sociaux, avait demandé les avis des internautes et des solutions des internautes par rapport à la résolution de cette crise-là. Est-ce que cela dénote de l'incapacité non, du gouvernement à avoir pas du tout. Okay. Pas du tout. Vous savez, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas toujours, on peut être opposant et puis être crédible. Mais je remarque que, la remarque que je fais, c'est que nos frères de l'opposition n'ont aucune crédibilité et ne font que critiquer pour critiquer. Voilà une bonne solution que le ministre d'État donc propose et il demande l'avis des Ivoiriens par rapport donc aux mesures qui ont été prises. Mais c'est ça la communication avec son peuple. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de dramatique de demander est-ce que M. Katina, les mesures que nous avons prises sont de bonnes mesures. Si vous avez des avis à donner, parce que personne, même quand vous êtes président ou bien ministre, mais vous n'avez pas la science infuse. Vous n'avez pas la science infuse. Dans le peuple, vous avez des médecins, vous avez des spécialistes, des sociologues, tout le monde peut donner ses idées. Et donc, il faut féliciter le ministre Ahmed Bakayoko s'il l'a fait, il faut le féliciter on appelle dans cette posture, donc de vouloir communiquer directement avec son peuple et de prendre leur avis. C'est ça le peuple. On dit un homme politique doit être au cœur de son peuple et doit être parmi son peuple pour prendre leur avis. Ce n'est pas toujours qu'on prend les décisions donc, au niveau de l'État et de l'exécutif sans tenir compte de l'avis du peuple. Ils ont un avis à donner. Et donc, moi, je pense que c'est un acte à encourager de la part de nos politiciens qui veulent vraiment diriger un pays. Il faut prendre l'avis donc du peuple et des populations parce que ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes plus intelligent que M. Katina. Non, M. Katina peut connaître des choses que Kokora ne sait pas. Si on dit je suis ministre, mais j'ai besoin de votre avis sur un certain nombre de questions qui touchent à la vie de la nation. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, quand nos amis disent que la situation donc, qui s'est produite à l'INGS a été mal gérée, ce n'est pas vrai. D'abord, avant même l'arrivée de nos concitoyens, le gouvernement avait décidé de les mettre en quarantaine pour 14 jours
parce que ces gens-là provenaient des pays qui étaient déjà touchés. Et d'abord, dans un premier temps, un dispositif, quand les gens disent que oui, le gouvernement n'a pas pris des mesures et qu'il a attendu à copier, non, on n'a pas copié, mais même si on copie, mais il faut copier ce qui est bon. Et c'est l'OMS, comme je l'ai dit, mais comme nos amis ne sont pas informés de comment l'OMS fonctionne et donne les directives et déclenche donc les différentes procédures quand il y a une telle crise, voilà pourquoi ils parlent ainsi, ce sont des profanes, je comprends leur réaction, mais il faut s'informer. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, vous pouvez aller sur le site de l'OMS, vous allez voir comment la procédure est déclenchée lorsqu'il y a une alerte d'un tel niveau. Et donc, le gouvernement a pris un dispositif, a mis un dispositif en place au niveau des aéroports pour pouvoir d'abord contrôler dans un premier temps les températures. Et voir si ceux qui rentrent n'ont pas donc une température qui est au-delà donc de la normale. Voilà les premières mesures qui ont été prises. Donc, l'INGL a déployé une équipe déjà au niveau de l'aéroport pour contrôler les entrées et vérifier que nos compatriotes ou tous ceux qui souhaitent rentrer en Côte d'Ivoire n'aient pas donc les symptômes. Voilà les premières mesures. Et donc, à l'INGS, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le gouvernement a mis en place donc les moyens de transport pour amener nos compatriotes à l'INGS, d'abord, quand vous regardez les vidéos, à l'aéroport, nos frères ont refusé de monter dans les bus pour aller à l'INGS. Vous comprenez? Et quand les gens disent que dès l'aéroport, ils ont pris les masques Gradel et toutes les autorités pour les emmener chez eux, mais c'est archi faux. Les gens s'écoutent, ils n'écoutent pas les autres. Mais Mas Gradel a fait une vidéo qui est sur Facebook et qui a détaillé comment les choses se sont passées. Ils sont tous allés à l'INGS. C'est arrivé à l'INGS. On a mis à la disposition donc, de ceux qui étaient là-bas des médecins qui ont réussi à faire un certain nombre de contrôles. Et quand ils ont fini les contrôles, ils ont demandé donc qu'on appelle à ces autorités, à Salfo, à M. Comment on appelle, Jacques Anoma et tout ça, est-ce qu'il était possible pour eux de s'assurer de se mettre en confinement par rapport à des endroits qu'eux-mêmes allaient payer? Monsieur Cobra, on fait une pause. OK? Yeah. Vous pouvez mieux vous expliquer. Parce que vous avez dit que les autres sont profanes. Bon, oui. Okay. On va lui répondre là-dessus. Vous et moi sommes du domaine de la santé. Yes. Moi, je ne suis pas profane. Okay. Oh non, là, je suis heureux. Je suis heureux que tu... Okay. Moi non plus. D'accord. La quarantaine, telle qu'elle a été faite à l'INGS, vous savez très bien qu'elle n'est pas correcte. Ce n'est pas comme ça se fait une quarantaine. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez mettre des individus en quarantaine sans leur donner, par exemple, dans une situation pareille, sans leur donner, par exemple, le savon, comme il disait qu'il n'y avait pas de savon. C'est pas vrai. Tout ça, c'est de la spéculation. Donc, vous dites que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Parce donc, que le problème, la vidéo que les gens ont faite depuis l'INGS... c'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut regarder la poursuite des individus qui ont fait les vidéos. Et leurs sentiments, d'abord, dans un premier temps. Ces gens-là, et vous êtes africains, vous savez, quand les gens rentrent directement de l'Europe, mais ils veulent aller chez eux voir leurs parents. Voilà le sentiment qui habite chacun de nous qui arrive directement dans son pays. Personne ne voudra aller dans un centre de confinement, surtout que la maladie, je peux avoir la maladie et penser que je suis bien portant. Je ne le trouverai pas donc dans cette situation si j'arrive en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir me mettre dans un confinement? Parce que j'estime que je ne suis pas malade. OK? Donc voilà la poursuite des gens d'abord. Donc dans un premier temps, ils n'avaient pas la volonté d'aller à l'INGS. Et donc ils ont exploité, instrumentalisé toutes les situations pour pouvoir sortir de cet endroit. Quand vous avez regardé les vidéos, il y a une femme même qui disait qu'on est assis ici, hein, on est assis par terre, pourtant il était assis sur une chaise. Tu comprends? Voilà le mensonge. Non, j'arrive, pour que vous puissiez comprendre. Et le ministre de la Santé a dit que c'était de la spéculation. Non, laissez-moi terminer. Okay. Vous avez vu les vidéos. Voilà, vous avez vu les vidéos. Et il y a la dame qui disait, on avait décidé de casser le portail. On a cassé une partie et le matin, on devait détruire tout le portail. Mais comme les Ivoiriens, quand ils disent qu'ils n'exécutent pas, alors voilà quoi, le portail était encore là. Donc, les gens n'étaient pas dans la disposition d'esprit de se mettre en confinement à l'INGS. Sinon, je vous dis, l'INGS est un endroit qui a été totalement réhabilité, qui a été mis à la disposition de ceux qui ont participé au jeu donc, de la francophonie. Et il y avait des étudiants qui vivaient déjà là-bas. Donc, il y a du bruit, M. Katina. Monsieur le souriste, là, il fait du bruit. Allô? Allez-y. Voilà. Voilà. Et ils sont habitués au coup d'État, donc ils sont un peu plus. Et donc, je suis sûr. Et donc, ça a été de la spéculation et de l'instrumentalisation de cette situation. Voilà pourquoi le président l'a dit. Le président dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ça, il faut le reconnaître.
Mais en même temps, il faut mettre ça sur le compte donc, de la précipitation et de la situation de panique dont il a pris nos populations qui étaient arrivées à l'INJS. Donc, ça fait tellement de bruit que le gouvernement a dit, bon, nous allons demander aux gens de rentrer tout en s'assurant qu'ils vont se mettre en confinement. Maintenant, pour répondre sur le coup-feu de M. Niali, le coup-feu, j'arrive, une seconde, à 30 secondes, le coup-feu, effectivement, est lié à une situation de crise. Parce que les Ivoiriens sont habitués. La première fois qu'on a entendu coup-feu, c'était dans une situation de guerre. Sinon, à situation de sécurité sanitaire, d'un tel niveau, on met les populations en... Et le coup-feu, c'est une sorte de confinement. Vous comprenez? Vous estimez qu'on doit mettre les gens en confinement. Mais quand on met le coup-feu, pas du tout. Non, il bavarde, je n'entends pas. Je comprends. Vous avez longuement parlé. On va échanger. Mais laissez-moi conclure au moins. Laissez-moi conclure. Allez-y. Voilà, donc le coup-feu n'est pas seulement lié à une situation de guerre, mais c'est lié à toute situation qui peut mettre donc, les concitoyens en danger. Donc l'État s'assure de l'absence de dangerosité par rapport au mouvement des populations à un moment donné. Voilà l'objectif du coup-feu. D'accord, très bien compris. Alors, chers amis, vous aviez demandé la parole, je vais vous la donner avant qu'on passe au dernier chapitre de ce débat. Allez-y, monsieur Niali. Monsieur Katina, vous ne m'avez pas donné la parole. Hein? Bon, allez-y. Allez-y alors, monsieur. Là, ils sont toujours dans la rébellion. C'est pas le peuple. Non, d'abord, monsieur Kokora, il faut arrêter de parler de rébellion parce que le chef rebelle, là, c'est Ouattara. C'est lui qui a fait d'animer les gens. Il faut la dire cette histoire-là. Voilà, parce que si tu veux qu'on arrête ce débat-là, moi aussi, je suis prêt. Et le chef rebelle, c'est Soro. Le chef rebelle, c'est Soro. Non, le chef rebelle n'est pas Soro. Non, il a dit pourquoi essayer de devenir rebelle. Il a dit. Ça, c'est notre cas. Mais il faut définir maintenant ce qu'il a dit déjà. On a qu'à arrêter un peu les spéculations, mais je comprends. Allons-y au débat. Voilà, on aura un autre jour où on va parler de ça. Ok? Nous sommes dans une situation critique et sérieuse, M. Kokora, et je pense qu'il faut arrêter de distraire le peuple ivoirien. Ok, il faut arrêter de distraire le peuple ivoirien. Le coup de feu qui a été donné est un mauvais coup de feu pour le moment. Parce que, de un, vous n'avez pas lancé de campagne de sensibilisation du peuple. Ok, de deux, le peuple s'est permis. Mais c'est normal, M. Kokora, vous allez dire ce que vous voulez, c'est normal. Parce que vous trouvez qu'il faut qu'on confine les gens automatiquement chez eux, mais vous les confinez, vous leur donnez à manger, vous ne leur donnez rien. Aux États-Unis, ici, quand ils ont demandé aux gens de rester chez eux à la maison pendant les 14 jours, on leur a demandé, avant même de faire ça, on a dit, allez-y faire les courses parce que nous allons vous demander de rester chez vous. Et c'est clair, c'est ce qui s'est passé. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vais renchérir pour vous dire, que M. Kokora ne vous dit pas la vérité. Ici, aux États-Unis, ils ont demandé à ce que les magasins soient ouverts, même dans le confinement. Mais l'armée est sortie quand aux États-Unis? Monsieur Niali est là, monsieur Katina est là, monsieur Kokora lui-même est là. Comme eux, ils ont un problème de mensonge au RHDP, je vais vous dire encore la vérité. C'est après une semaine qu'ils ont demandé au National Guard de sortir. Au niveau de où? Au niveau de New York, Washington et de la Floride. Mais pourquoi M. Kokora ne veut pas expliquer clairement la situation des gens et veut forcément se dédouaner à chaque fois ou bien venir raconter des choses qui ne sont pas vraies au peuple ivoirien? Il faut arrêter un peu M. Kokora. Et j'ai noté un truc qui m'a un peu touché. Voilà, vous avez parlé de M. Ahmed Bakayoko qui était en relation avec son peuple, mais moi je vous dis que c'est faux. La question qu'il a posée aux citoyens, là, il n'avait pas besoin de faire ça. Il pouvait utiliser le système comme M. Trump le fait ici aux États-Unis, donner des conférences où les journalistes sont là, où ils viennent lui poser des questions. Et ça renchérit, ça permet de trouver des solutions aussi. Parce que ces journalistes-là qui viennent s'asseoir là, ils vont vous poser des questions claires, idoines, pour la gestion de la crise. Et ça va vous permettre en même temps de travailler sur les différentes thématiques posées et ça va vous aider à pouvoir résoudre le problème du coronavirus aussi en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nos autorités sont muettes. Chacun fait ce qu'il veut. Monsieur Ahmed Bakayoko se lève là, il dit ci. Monsieur Amadou Go se lève là, il dit ça. Le président de la République, il est porté disparu. On ne sait même pas où il est. Mais dans une telle crise, nous, on aimerait bien voir notre président de la République venir tenir des discours. Au moins chaque 2 jours pour nous donner moi-même
Non, je viens pour nous donner au moins la situation dans notre pays au niveau du corona. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et M. Kokora veut forcément les dédouaner. Vous voulez vous dédouaner au nom de quoi? M. Kokora, je vous rappelle que vos parents même sont au pays. Ils sont aussi en danger de mort. Il faut qu'on arrête. Laissons faire des partis politiques là, de côté. Ok, laissons ces histoires de vouloir toujours rentrer dans l'histoire des partis politiques pour pouvoir défendre les gens. Non, il faut qu'on dise clairement les choses d'abord. Merci beaucoup. D'accord. Merci. On a du mal à t'attendre. Vous entendre. Se mettre ensemble et soutenir le gouvernement. Oui, je crois que j'ai de maintenant. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. ça va. Allez-y, monsieur. OK. Donc, je pense que dans une situation pareille, on ne devrait pas se mettre autour du gouvernement et puis aider le gouvernement plutôt que de passer tout le temps à le critiquer. Non, c'est parce que si on ne se met pas autour de ce gouvernement-là, parce que ce gouvernement communique très mal. Ça, il faut qu'il reconnaisse là. Elle communique très mal. Dans une situation pareille comme ça, il faut monter à l'écran. C'est là que joue la communication. On crée ici un task force, c'est-à-dire que des gens spécialisés dans ce domaine. Même si le président ne veut même pas venir faire des conférences, tant mieux, mais n'est pas habitué à cela, parce que le peuple, plus de monde l'intéresse. Parce qu'on a vu ces sorties, plusieurs sorties, le président n'a jamais vu l'amabilité de s'asseoir avec l'opposition pour régler les problèmes réels de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas dans cette histoire de pandémie, il va venir se mettre là, et peut-être quelqu'un d'autre va le contaminer. Donc, il prend toutes ces dispositions, il a tout assigné là-bas, couché de pénal là, avec ses gars là-bas, tranquillement, en tentant les Ivoiriens sur l'autre côté. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Mais il serait intéressant dans un pays qui se dit respectable de mettre task force, c'est-à-dire que des gens spécialisés dans ce domaine-là qui communiquent avec le ministre de la Santé sur l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas ça. Chacun vient faire son discours. Le ministre sort ici, Ahmed Bakari. Ahmed Bakari n'est pas ministre de la Santé. Je suis désolé. Il est ministre de la Défense. Nous ne sommes pas en guerre, entre guillemets. Mais ici, c'est l'étape que les spécialistes de la santé, autour du président ou autour du ministre, donnent des points de presse d'évolution de la situation. On ne voit pas ça. Et ça, c'est une réalité. C'est une question de communication. Ça va. Ils savent, mais ils le font exprès. Parce qu'ils n'ont pas habitué aux Ivoiriens à communiquer. Donc, du coup, les Ivoiriens sont délaissés par rapport à ce qui se passe. Donc, elles s'informent au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dénier ça. Mais je voulais employer un Kokora. Quand il dit l'OMS, que l'OMS, en fait, a lancé, qu'est-ce qu'il a dit, l'expression que, bon, ceux qui ne sont pas connectés sur l'OMS, Kokora, tu te trompes. Nous, on le connaissait sur l'OMS. On lit les sites de l'OMS. L'OMS, c'est une organisation qui ne dicte pas ce qu'il faut faire les pays souverains. Elle transmet l'information. Et ces pays-là reçoivent ces informations en fonction de la gravité de ces situations. On a des dispositions au niveau de son pays. Parce que les réalités de chaque pays sont totalement différentes. Et Kokora, tu le sais. Tu ne vas pas me dire la réalité au niveau sanitaire, au niveau des États-Unis, c'est pareil au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, l'OMS ne peut pas dire, depuis son office aux États-Unis, à Genève, où vous dites, bon, écoutez, faites ceci, faites cela, faites cela. Non, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas elle qui construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Elle ne donne que l'information. En tant que scientifique, elle donne l'information aux scientifiques, c'est les scientifiques des différents pays de gérer cela. Tu dois le savoir ça, OMS. Donc, nous ne sommes pas déconnectés, nous savons ce qui se passe au niveau de l'OMS. Donc, rectifiez ce que vous dites à ce niveau-là. Donc, pour dire que quoi, ce gouvernement, elle n'est pas à ce niveau-là jusqu'à présent, au fur et à mesure que vous pourrez être d'accord avec moi, elle se rectifie au fur et à mesure par rapport aux décisions qui ont plus en amont. Parce qu'elle se dit qu'elle a pris des décisions en précipitation. Or, si elle avait mis en place une task force, et des membres qui sont gérés pour gérer cela, on serait arrivé à des couvre-feux bidons où les policiers se permettent de violer en permanence les droits de l'homme des Ivoiriens. Dans le mesure de l'esprit de renforcer, nous ne sommes pas en guerre. C'est une situation sanitaire, on peut aux gens, monsieur, rentrer, voici la situation, comment ça se passe. Au fur et à mesure, l'information va intégrer la communauté. Mais ce n'est pas au coup avec des bâtons et des choses que nous voyons sur les réseaux sociaux. Non, c'est déplorable. Et ça, vous voulez avoir le courage de dénoncer cela en tant que membre des RHDP. Parce que vous êtes d'accord que vous êtes Ivoirien aussi. Et cela dépend de nos Ivoiriens. Je vous remercie. Il faut même dire que la question est s'il vous plaît. Alors, monsieur Kokora, je vais passer à vous et je ferai la dernière question de ce débat. Ensuite, vous allez terminer, ne vous inquiétez pas. Vous allez commencer, vous allez terminer. On nous annonce une grève du personnel de la santé, de la plateforme des syndicats de la santé.
Il semble qu'au niveau de l'armée aussi, il y a eu quelques mouvements, disons, ils n'étaient pas satisfaits de certaines choses, des conditions dans lesquelles ils allaient travailler. Alors, mais est-ce que dans cette situation, est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier un genre de traite sociale et se mettre tous à suivre ce que le gouvernement dit? Ou est-ce que vous pensez que bon, c'est normal que ceux qui sont dans des conditions qui ne sont pas idéales puissent s'exprimer malgré la situation actuelle? Ok, merci pour cette question. Ce que je dois dire, c'est que je n'ai pas la prétention de juger le comportement de nos hommes de santé, du personnel de la santé. D'abord, je les félicite pour avoir donc, agi avec professionnalisme dès l'annonce de cette maladie. Je voudrais donc les encourager et les féliciter. Mais en même temps, je voudrais donc leur lancer l'appel que tout ce qu'ils disent est justifié. Ils ont demandé donc des primes de risque. Je pense que ce n'est pas dans une telle situation qu'on doit faire des revendications à caractère pécuniaire. Il faut donc avoir un sens élevé de la responsabilité, un sens élevé donc de la citoyenneté et penser que la situation est grave. C'est une guerre, contrairement à ce que M. Niali dit, il a une mauvaise définition de la guerre. La guerre peut être liée à plusieurs... comment on appelle, la survenue d'une guerre peut se faire par différentes manières. Il peut y avoir une guerre par les armes, une guerre bactériologique, une guerre virologique. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre contre un virus qui est le plus dangereux parce que quand vous faites une guerre avec les armes, au moins vous voyez l'ennemi et vous savez comment agir. Mais aujourd'hui, c'est un ennemi qui se balade, qui se promène, mais qui malheureusement n'est pas visible. Donc voilà la dangerosité de la situation. Voilà pourquoi tous les pays de ce monde sont aujourd'hui perturbés et même les pays les plus développés aujourd'hui, contrairement à ce que le frère Soroïs du GPS dit, mais même Trump, il est le président le plus critiqué aujourd'hui par rapport à la gestion de cette crise. Et les Américains le tiennent responsable pour la catastrophe qui est à venir. Et donc ne veulent pas nous faire croire que même en Amérique, ils ont une bonne gestion de cette crise. Mais c'est archi faux. Non, monsieur, on parle français. C'est pas facile. Vous m'entendez, M. Katou? Allez-y. Voilà, demandez à M. Kajibide Kidle la poursuite de la rébellion perpétuelle. C'est pas bon. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, lorsque vous êtes malade, vous avez les symptômes et que vous appelez les services de santé, on vous dit de rester à la maison. Moi, j'ai ici, comment on appelle, les mesures édictées par M. Trump. On dit Président Trump, Coronavirus Guidelines for America. On dit la première mesure, si tu as les symptômes, il faut rester à la maison. Il ne faut pas venir au travail. On ne te dit pas de venir à l'hôpital. Hein. Et moi, hier, j'ai un ami, un Ivoirien qui vit à Baltimore, qui m'a appelé pour dire qu'il a les symptômes, il tousse, et il a la grippe. Donc, il a appelé les services, on lui a dit de rester à la maison. Jusqu'à présent, personne ne lui a rendu visite. Et même quand vous vous déplacez pour aller à l'hôpital, pour dire que vous avez les symptômes, on vous dit de retourner à la maison. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, aucun pays n'a la mesure efficiente, ou j'allais dire la plus efficace pour prendre en charge cette pandémie-là. En même temps, ce que nos amis doivent comprendre, et ils ne sont pas informés. Malheureusement, ils s'informent avec les réseaux sociaux. Le ministère de la Santé fait des points de presse chaque jour. Les différents responsables de la santé font des points de presse. Le directeur de l'INHP passe chaque soir sur la RTI pour informer les Ivoiriens. Et dès le déclenchement de la crise, dès que nous avons eu un cas, le Conseil national de sécurité s'est réuni avec à sa tête le président de la République en associant donc à cette réunion le ministère de la Santé, comment on appelle les spécialistes de la santé, tels que Mme Dosso, qui est professeur donc, de bactériologie et virologie, qui a été mon professeur, qui est le directeur de l'Institut Pasteur, et on les a associés à cette réunion pour que les uns et les autres puissent donner des solutions. Et donc le gouvernement n'a pas attendu que la situation atteigne ce niveau. Quand je parle de l'OMS, M. Niali, je ne dis pas que c'est l'OMS qui édicte donc les mesures à prendre dans un pays. Mais comment on appelle l'OMS a un mécanisme de déclenchement. Allô? Non, écoutez-moi, non, vous avez mal écouté. C'est ça qui est le problème. Je dis l'OMS a un mécanisme de déclenchement dans des alertes de situations dangereuses au monde. Et lorsque l'OMS déclenche pour dire attention, il y a une pandémie d'un tel niveau, et voilà les caractéristiques. À partir de ce moment, les pays de manière souveraine, en fonction donc de leur sociologie et de leur culture, prennent des mesures pour les appliquer et éviter la pandémie donc de se propager. Voilà la procédure.
Voilà, je n'ai jamais dit que l'OMS impose des mesures. L'OMS déclenche l'alerte. Parce que c'est eux, attends, j'arrive. C'est l'OMS qui a les structures pour vérifier, comme on appelle, l'évolution d'une maladie, et voir sa dangerosité et l'impact sur les pays et les hommes. Donc, c'est à partir de ce déclenchement du processus d'alerte de la pandémie que les pays maintenant se mettent en branle. Tous les systèmes sanitaires dans des différents pays prennent la suite du déclenchement de l'alerte fait par l'OMS. Voilà comment le mécanisme fonctionne. Donc, c'est bien en réponse à ce que je finis. En 30 secondes. J'admets qu'on est formé sur toi. Je suis seul contre les deux. Donc, donnez-moi un avantage. Voilà, donc en 30 secondes, j'ai dit, c'était en réponse à nos amis qui disaient que le gouvernement a été tardif. Mais en même temps, je rappelle à leur souvenance qu'aucun pays n'a aujourd'hui la mesure la plus... Et il n'y a pas de pays qui soit en avance, comme on appelle, vis-à-vis des mesures qui ont été prises par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont très tôt pris des mesures pour essayer de contenir l'avancée de cette maladie. Merci. Ok. Merci, M. Koura. Alors, chers amis, M. Niali, M. Kagebe, toujours sur la question de la trêve sociale. Allez-y, M. Niali. Non, à ce niveau-là, je suis plus ou moins d'accord. Je donne crédit à Koura lorsqu'il dit que ce n'est pas le lieu de demander des primes de risque. Je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que nous travaillons dans une situation, je pense qu'à ce niveau-là, je pense que nos médecins, nos syndicats de médecins, ou bien en fait, le syndicat des médecins qui ont fait une conférence de presse, qui revendiquait un certain nombre de choses justes. Et là aussi, c'est encore aussi l'incompétence et puis l'irresponsabilité du gouvernement de ne pas mettre à la disposition de ces médecins-là, des infirmières-là, des éléments adéquats pour lutter contre cela. Or, pourtant, on nous dit que nous savons que le gouvernement allait prendre un prêt auprès de la banque, la banque, c'est pas la Banque mondiale, mais je crois que la Banque de développement africaine, la BAD. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas s'il y a un prêt qui a été. Non, tu n'es pas informé, il faut bien t'informer. Non, je veux m'informer. Je sais que j'ai voilà. Donc, il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. C'est pas bon. Non, il y a un prêt qui a été alloué au gouvernement. Si c'est un prêt ou bien c'est une subvention, mais nous savons tous qu'il y a un prêt qui a été donné au gouvernement pour en fait, contenir cette pandémie-là. Et ça, peut-être si la Banque mondiale veut la BAD à ce niveau-là, si vous avez l'information pour nous corriger, je vous donne ce crédit-là. Mais pour dire que quoi? De voir les syndicats des infirmiers, du monde, de la médecine, de la santé, faire conférence de presse, où nous n'avons pas du matériel pour combattre le virus, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, il y a un problème. Et où on ne peut pas dire le contraire. Entre-temps, on nous fait des têtes de conférence ici pour dire, bon, on a pris des dispositions, nous avons pris ceci, nous n'avons rien pris. Vous n'avez rien pris. La preuve est que les infirmiers là se plaignent. Ils font des conférences, eux-mêmes ils sont en train de se cotiser pour aller acheter les instruments pour aller sauver les freins. Mais où je ne suis pas d'accord avec vous dans ce crédit-là, ce n'est pas le lieu de demander des prix de risque. Pour l'instant, là, il faut travailler et puis au fur et à mesure, on verra la suite. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci. Alors, monsieur KGB, monsieur Koulibaly, bon, c'est vrai qu'on peut reprocher aux frères, au personnel de la santé de demander des primes de risque sanitaire dans une situation pareille. Mais en même temps, lorsque les gens voient que le gouvernement réquisitionne, je ne sais pas combien, on nous a dit quoi, 14 hôtels, je crois, en tout cas de nombreux hôtels, et que on a l'impression que le président de la République et ses proches vont se mettre à l'aise quelque part avec les moyens de l'État. Est-ce que ça ne donne pas l'occasion aussi aux gens de demander à eux d'être dans de bonnes conditions pour faire le travail pour lequel ils sont engagés? C'est pas grave, c'est juste pour lui. Je voulais déjà dire que moi j'ai un sérieux problème avec mon frère Kokora. Parce que M. Kokora, à l'entendre parler, au début quand il a fait son introduction, voici un monsieur qui se dédie. Oui, et je le dis sans faux fier parce que quand il a parlé même de l'OMS, il a été clair dans ses propos. Et à notre grande surprise, M. Niali l'a rappelé à l'autre pour lui donner des indications précises. Et il est venu maintenant vouloir se justifier. OK? Alors que ce n'est pas ce qu'il avait dit au départ. J'aimerais dire... Non, mais oui, c'est clair, M. Kokora. Je vous ai dit, le RHDP, il a un problème LEM, le grand mensonge là. Donc moi, j'aimerais dire déjà à M. Katinan que
Oui, effectivement, nous avons entendu la déclaration des frères du corps médical. Oui, c'est dommage, ok, que le gouvernement n'a pas pris des, je peux dire, des décisions, ok, visant à pouvoir mettre les services médicaux en alerte maximum 24 heures sur 24. Ok, c'est dommage. Mais on dit ce que alerte j'aimerais, maximale, on ne dit pas c'est c'est pas grave, M. Kokora. Le plus important, c'est que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ok? Le plus important, c'est de comprendre ce que je dis. Et ce que vous savez déjà, vous avez déjà dit, n'est pas cohérent parce que quand on maintient nos services pendant 24 heures sur 24, ils se doivent d'avoir une prime. C'est important pour leur santé, c'est important pour eux-mêmes aussi. Et je suis d'accord avec eux. Moi, je ne suis pas contre eux, je suis d'accord. Parce que tout ça fait partie, ok, ça rentre dans le système, ok, des fonds déployés par le gouvernement, les 95 milliards, 800 millions déployés par le gouvernement pour aider, ok, nos services médicaux à pouvoir sauver le peuple ivoirien. C'est important pour nous. Oui, parce que nous sommes dans une situation sanitaire grave et nous ne pouvons pas nous amuser. L'argent actuellement là, ne va pas nous aider à nous en sortir. Hein. Oui, ça je le dis clairement. Mais il faut au moins les encourager, ok, à venir au travail. Il faut au moins les soutenir, ok. C'est vrai, le devoir nous appelle à un moment donné. Ça, il faut le dire. Le devoir appelle, mais aussi il faut aussi soutenir pour que parce que ces personnes-là, ils ne vivent pas bien chez eux. C'est ça le vrai point. Parce qu'ils vivaient bien là, vous pensez qu'ils allaient venir parler de prime ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a un problème de salaire. Ils sont en train de parler de prix. Mais si M. Kokora même qui est là, s'il touchait 2 millions, est-ce qu'il allait pouvoir même, il allait même venir s'asseoir parler de prix? Il allait travailler. Parce qu'il allait dire non, que peut-être même qu'on va finir, le gouvernement va nous faire des récompenses. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nos frères sont payés en monnaie de stage parce qu'on les fait payer des concours pour entrer là où il faut. C'est ça le vrai problème. On va pas ouvrir plusieurs fenêtres, mais vous pensez que c'est normal que chacun revendique ce à quoi il pense avoir droit dans une situation pareille. Alors, chers amis, c'est pas totalement ce que je veux vous faire comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement doit mettre des dispositions, ok, nécessaires pour éviter ce genre de dérapage. C'est important. Ça fait partie de leur devoir. Voilà pourquoi nous les avons embauchés. Parce qu'ils travaillent pour le peuple ivoirien. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un. C'est pour nous qu'ils travaillent. Donc, comme M. Kokora me parlait du journal Le Monde, c'est là que j'étais en train de dire que ce n'est pas le journal Le Monde qui vit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le journal Le Monde qui vit les réalités des Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens vivent leur réalité. Donc, l'État se doit de regarder son peuple. C'est ça qui est important. Ok, merci M. Coulibaly. Alors, chers amis, je vous donne l'occasion de donner votre mot de fin. J'aimerais vous dire merci d'avoir accepté de participer à cet échange. Et je souhaite, j'espère, que votre mot de fin soit un mot d'encouragement. Le gouvernement. Le gouvernement a besoin de notre soutien à tous et que vous puissiez aider M. Kokora aussi à faire de bonnes propositions au gouvernement. Alors, je vais commencer par vous, M. Coulibaly. M. Coulibaly, votre mot de fin. Mais je viens à peine de finir, tu me donnes en même temps le mot de fin. Oui, c'est le protocole que je suis. Ok. Mon mot de fin, c'est de donner des solutions au gouvernement. Ok. Primo, c'est de créer des points de concentration. Et je l'ai déjà dit, hein, avec des bâches climatisées, le personnel médical équipé pour déjà tester les Ivoiriens. Ok, dans pratiquement toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une priorité. Ok, et ensuite, nous pourrons même peut-être passer à l'ouverture de nos frontières. Parce que c'est de là-bas que le problème vient. L'entrée-sortie du peuple va créer beaucoup, comme l'a dit M. Kokora, ça crée beaucoup de mouvements humains et le virus se déplace vers les humains. Donc, si on ne crée pas déjà ce genre de centre de concentration pour savoir qui est infecté, qui n'est pas infecté, mais écoutez, une personne qui quitte Abidjan peut venir contaminer toute une famille de 50 personnes même dans un village. C'est ça. Il faut qu'on aille dans les solutions idoines pour sauver le peuple ivoirien et non détruire le peuple. Donc moi, ma première solution, c'est ça. Ma deuxième solution, c'est l'éducation du peuple. Éduquons le peuple clairement.
Oui. Au lieu de venir les frapper, faire sortir les militaires pour les frapper les nuits, là, c'est pas la peine. Moi, je pense que c'est pas la peine. Moi, où mon problème est, c'est montrer l'impact du coronavirus aux populations et eux-mêmes, ils vont commencer à prendre leur distance. C'est ça qui est le vrai problème. Mais si on ne leur montre pas l'impact, ils ne vont pas prendre leur distance. Chacun va continuer ce qu'il veut. Ce n'est pas les confiner chez eux à la maison là, qui va résoudre le problème du coronavirus. Non. Parce que s'il y a un qui est infecté, qui est à la maison, et dans une maison de 10 personnes déjà, il va infecter ces 10 personnes-là. C'est ça que M. Kokora le sait. Il est chercheur, donc il sait ce que c'est. Donc moi, le couvre n'est pas le big deal. Le vrai problème, c'est l'éducation du peuple. Et pour terminer, j'aimerais dire au gouvernement, ok, de prendre en considération ce que nous sommes en train de donner comme solution. C'est important. Organiser, je dis bien, c'est bien précis, organiser des conférences de presse, ok, pour avoir des solutions idoines, des solutions clés visant à sauver le peuple. C'est ça qui est important. Merci, monsieur. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci bien. On a le direct. OK. Monsieur Kokora, du RGP. OK. Merci à vous, monsieur Katina. Merci à la radio et à la télévision PDCIRDA TV. Ce que je dois dire, monsieur... Radio PDCIRDA. Radio PDCIRDA, ou bien c'est différent. OK, non, c'est juste pour plaisanter. Donc, monsieur Ignali a parlé du manque de matériel. Ce que nos amis doivent comprendre, même dans tous les pays du monde aujourd'hui, on a un problème de matériel dans les hôpitaux. Et vous savez que la Côte d'Ivoire ne fabrique pas de masques. On a votre mot de fin, hein? Oui, nous sommes au moment de fin en même temps, non. Mais il faut répondre au moins pour que c'est l'objectif, c'est que les Ivoiriens comprennent. La Côte d'Ivoire ne fabrique pas de matériel. La Côte d'Ivoire ne fabrique pas de gaz et de masques à gaz. Donc, vous savez que tout est importé. Et en même temps, vous savez très bien que même le mouvement des bateaux, c'est un peu ralenti. Et même aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, dans les hôpitaux, il n'y a pas de masque. Il faut produire un masque. Même les gels hydroalcooliques manquent dans tous les marchés aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Parce que le monde ne s'est pas préparé à cette pandémie. Donc, le matériel n'a pas été suffisamment fabriqué par les pays industrialisés. Et aujourd'hui, donc, il y a un manque criard de matériel de prise en charge des malades. Et ça, c'est dans tous les pays. Même aux États-Unis, les ventilateurs. Je crois que le CDC a demandé des milliers de ventilateurs. Mais le président Trump n'a fourni que 400 ventilateurs. Mais on dit à l'impossible, nous n'est tenu. Il faut permettre au moins aux industriels de produire. Alors qu'il y a une limitation de mouvement de ceux-mêmes qui doivent aller produire ce matériel-là. Donc vous comprenez toute la difficulté, comment on appelle, à laquelle le monde est confronté et qui n'est pas lié, qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas spécifique à la... Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Tu m'entends, Katina? Allô? Oui, allez-y, on vous attend. Voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler là. Donc, je dis la difficulté n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Tous les pays aujourd'hui au monde les plus industrialisés sont dans une situation de déficit de matériel dans leur structure sanitaire. Donc, il faut que nos amis comprennent que la situation est grave. Nous devons nous donner la main pour essayer de trouver les solutions idoines. Ce n'est pas le moment de demander des primes de risque parce que lorsque vous vous engagez en tant qu'agent de santé, vous savez les risques auxquels vous allez faire face. Et donc, ce n'est pas à des moments de situation pareille qu'on va profiter pour dire on fait des primes de risque. Vous savez qu'en vous engageant dans la police ou bien dans la santé, mais vous allez faire face donc à des situations de risque. Il y a le sida, il y a les maladies infectieuses. Moi, je vous demande d'aller au CHU de Treichville, mais les maladies infectieuses ont toujours constitué un endroit de haut risque pour les personnes soignantes. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé de primes de risque et qu'on profite dans une situation où tout le monde est dans un branle-bas pour demander donc des primes de risque. Donc, par rapport aux conférences de presse, je demande à nos frères de s'informer véritablement parce que chaque jour, le ministère de la Santé fait des conférences de presse associées à certains différents ministères donc où il y a une sorte de transversalité dans leur gestion. Et donc, il y a toujours des points de presse qui sont faits par le gouvernement pour informer les populations ivoiriennes. Pour ceux qui disent que le gouvernement est allé donc à Assini, mais c'est faux, le président de la République a un domicile à Assini. Assini, c'est une commune dont le président a toujours pris l'habitude d'aller se reposer.
Mais le président aussi est un homme. Il a besoin de repos. Ce n'est pas parce qu'il allait à Sydney pour se reposer qu'il allait prendre du plaisir. C'est un homme comme nous. Et vous connaissez son âge. Et voilà justement pourquoi le président a demandé de passer la main à une nouvelle génération plus dynamique, plus énergétique, et comme on appelle, et éviter que des vieillards de 87 ans arrivent au pouvoir. Ouais, avec qu'il n'aurait plus de les plans de diffuser en 2015. Donc, M. Patina. Merci, M. Kokoa. M. Nyali, pour votre conclusion. Ouais, je ris un peu parce que quand Kokoa dit c'est ça que le président a fait passer la paix à une nouvelle génération de 70 ans parce qu'Ali Koulibaly n'est pas d'une génération de jeunes. Merci, merci. Il a 70 ans, donc on ne parle pas de génération parce que si on veut parler de génération, on ne peut pas descendre à partir de 50 ans et plus. Une fois qu'on a 70 ans, on ne parle plus de génération. Donc c'est l'habitude du président à nous distraire à tout moment là, lorsqu'il tient ce genre de propos. Mais pour revenir au sujet, ce qui nous intéresse plus, lorsqu'on écoute Kokoa parler, ça nous donne l'impression qu'il veut tout en tout monde dédouaner ce gouvernement-là. Hein? C'est ça qui nous heurte. Le pays, si on veut voir le pays qui n'était pas véritablement prêt, hein, qui a été surpris, si on veut être honnête, c'est la Chine. Et ça c'est une réalité. Parce que c'est des surpris, c'est tombé sur eux. Et entre-temps, les autres étaient en train d'assister. Hein. Et finalement, quand on a vu les pandémies en train d'évoluer, chacun a commencé à prendre des dispositions. L'Afrique ici est en train d'assister, en train de réagir. Ce que va faire l'Europe avant qu'on puisse réagir. Au moment où, je vais parler, en fait, les infirmiers, les syndicats des infirmiers qui sont en train de faire des conférences de presse, là, l'État devait prendre des dispositions à ce niveau-là, déjà équiper, surtout qu'on n'en produit pas, on n'en fabrique pas. C'est le moment de s'équiper pour être prêt à cette pandémie, mais l'État ne s'est pas prêté. Maintenant, on se rend compte qu'à travers les conférences de presse de ces syndicats, on n'a pratiquement plus rien. Et on apprend dans la presse que, bon, il y a de l'argent, et il ne faut pas dire, hein, l'argent que l'État de Côte d'Ivoire a reçu, hein, il paraît que c'est à partir de la Banque mondiale, c'est une histoire de 200 millions. C'est pas vrai, je peux t'informer si je tu n'as rien dit, donc tu as fini. Donc, non, j'ai oublié, je voulais t'informer, mais j'ai oublié. Maintenant, tu me donnes l'occasion de t'informer. Non, je vais finir, Kokola. Mais ce qui concerne la communication, il serait intéressant. Hein? Et dans cette situation en Côte d'Ivoire, c'est une des solutions que je propose, hein, et que l'État décentralise l'information au niveau des municipalités. Et que chaque commune se prenne en compte au niveau des informations. Et on a vu plus ou moins sur les réseaux sociaux au niveau de Koumassi, où en fait le maire a déjà instruit, a mis en place des task force, c'est-à-dire que des éléments en fait, pour informer, pour éduquer la population. Il serait intéressant que l'État aille là-dessus pour donner cette possibilité aux mairies de s'organiser et informer et éduquer la population. Et que d'engouiner à des histoires de coups n'a vraiment pas de sens. Et le problème aussi, le problème des marchés. Bon, on dit que bientôt ils vont fermer les marchés. Non, je viens. Bientôt ils vont fermer les marchés, mais les gens vont se nourrir comment? Dans les supermarchés? Oh, vraiment, c'est la même. C'est dans les supermarchés? Qui a dit qu'ils vont fermer les supermarchés? Qui t'a dit ça? On dit, non. C'est pas vrai. Il faut éviter de. On dit. C'est pas bon. Ils vont fermer les marchés, donc c'est le marché qui vont se. Le marché ne pas bien. Donc je dis, les marchés seront bientôt fermés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, est-ce que les gens vont aller dans les supermarchés pour se ravitailler? Qui a l'argent pour quel Ivoirien là-dedans qui a l'argent pour aller dans les supermarchés? Mais quelles sont les solutions qu'on peut faire à ce niveau-là? Voilà la problématique qui se pose à l'État. Parce que les marchés sont bondés en Afrique. Et Kokola le sait. Quelles sont les dispositions à ce niveau-là? Rien. Ben, il serait intéressant que l'État se plonge sur cette situation où véritablement les marchés peuvent créer un pandémie à ce niveau-là. Voici une réalité. Donc, je voulais m'arrêter à Katina par rapport à ce débat. Je voulais dire merci de l'invitation que vous faites au niveau, du FPI pour participer à tout le débat là. Ne serait-ce que pour, en fait, c'est notre position, c'est notre principe en tant que parti de l'opposition, d'apporter des critiques à ce niveau-là aussi, d'apporter des solutions. Vous avez vu qu'au niveau des directions, au niveau des partis politiques, il y a eu des déclarations conjointes qui vont dans le sens d'informer, d'éduquer la population par rapport à la pandémie. Les partis politiques sont pas restés intacts. J'instruis les bases par rapport à la situation qui prévaut. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, chers amis. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Et merci d'être venu à tous nos auditeurs. Je crois qu'on a encore eu quelques soucis au niveau du direct. L'émission sera rediffusée en semaine. Mais merci à tous d'avoir accepté de venir contribuer à ce débat avec vos idées et ce que vous savez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Merci et bonsoir chez vous. Mais monsieur Katina, monsieur Katina,